En Tunisie, un cadre du parti présidentiel a été arrêté et placé en détention. D'après le ministre de l'Intérieur, l'homme est condamné dans une affaire d'emploi fictif sous Ben Ali. Le quartier général de la force G5 Sahel a été transféré à Bamako. La décision a été prise suite à l'attaque du 29 juillet 2018 à Sévaré au Burkina Faso. Le bilan du séisme suivi du tsunami sur l'île indonésienne a dépassé les 1400 morts mercredi. Sur place, les besoins sont immenses et le temps presse pour dégager les survivants. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par une note de sécurité. Le quartier général de la force G5 Sahel a été transféré à Bamako. Désormais, la décision a été prise suite à l'attaque du 29 juin 2018 à Sévaré. Nous sommes au Burkina Faso. Le commandant de la force du G5 Sahel Burkina a clarifié la situation sur la force conjointe. Il en a profité pour présenter les grandes lignes de ses perspectives. Pour le général Hanan Ould Sidi, Bamako est l'endroit le plus approprié pour mieux conduire et coordonner les opérations sur le terrain. L'homme défend que la délocalisation du quartier général de la force du G5 Sahel n'est pas une fuite face aux terroristes. Seulement, la base d'une telle force doit être située dans un espace qui lui permet de remplir sa mission. Mais à Sévaré, au Burkina, il n'y avait que des techniciens d'état-major. Il leur faut un endroit pour réfléchir, planifier, coordonner et conduire les opérations. Et Bamako est l'endroit le plus approprié pour cela. L'état-major de la force, depuis une semaine, se penche d'ailleurs sur une planification d'opérations qui auront lieu incessamment, d'après le commandant. Les moyens techniques du côté de Bamako devraient permettre une meilleure coordination une fois les opérations lancées sur le terrain. La tension ne cesse de monter entre l'ONU et le gouvernement congolais à quelques jours de la visite d'une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies cette semaine à Kinshasa. C'est les récents envois de matériel destiné à des contingents de casques bleus pour l'ONU et son blocage par l'administration congolaise qui a exacerbé cette tension déjà latente entre les deux parties. Plus de précisions à travers cet élément. Le gouvernement congolais ne cache plus depuis quelques jours son mécontentement envers l'Organisation des Nations Unies, allant jusqu'à demander à l'institution d'établir un plan de retrait définitif de sa mission en République démocratique du Congo. Un mécontentement motivé par l'arrivée d'armements à destination d'un nouveau bataillon indonésien dit de déploiement rapide. L'administration congolaise a procédé au blocage du dit matériel à la veille de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, justifiant cette décision par le fait que ce déploiement du nouveau bataillon onusien se serait fait sans concertation. Ce blocage de matériel a d'abord créé un vent de panique au sein du quartier général de l'ONU, mais le ministre congolais des Affaires étrangères, qui a déclaré l'incident clos, a assuré mardi dans une interview accordée à Radio France Internationale que les nouveaux bataillons de la MONUSCO pourront désormais travailler avec leur équipement. Au Cameroun, la campagne électorale en cours dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre prochain est quasi absente dans deux régions anglophones du nord-est et du sud-est. Les sécessionnistes avaient en effet menacé de s'en prendre aussi bien aux électeurs qu'aux organisateurs et également aux candidats dans cette zone et en proie à des violences quasi quotidiennes. La menace des indépendantistes semble avoir eu raison des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. À moins de 72 heures de la campagne électorale, la quasi-absence de la fièvre électorale dans les deux régions anglophones du nord-est et du sud-est est flagrante. Et pourtant, au lancement de la campagne le 22 septembre dernier, les autorités avaient appelé à ne pas céder à la peur et battre campagne dans les régions anglophones. Mis à part les images du président sortant Paul Biya, qui sont visibles dans les centres sous forte surveillance militaire, aucune affiche de candidat n'est présente dans les localités de la zone. Aucun meeting politique n'a également eu lieu, même s'ils ont été envisagés au sein de l'opposition au départ. Jeudi dernier, un meeting de l'opposant et ancien bâtonnier à Kérémouna a finalement été annulé.
Prévu à Lembe, localité de la zone anglophone, il s'est transformé en un petit tour en ville et une brève allocution du candidat devant quelques sympathisants réunis. Des problèmes sécuritaires avaient également poussé l'équipe de campagne. Au Mali, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga s'est rendu à Mopti, dans le centre du pays. Il y est allé pour assister à l'officialisation de cessez-le-feu entre les groupes armés Dogon et les Peuls. Le chef d'un groupe armé Dogon, accusé des actions envers des civils Peuls dans le centre du Mali, s'est engagé ce mardi à un cessez-le-feu. C'était lors d'une rencontre à Mopti entre les deux communautés, présidée par le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. À cette occasion, le Premier ministre, qui avait présidé une rencontre de réconciliation entre dirigeants Peuls et Dogon, où il s'était engagé à désarmer de gré ou de force les milices, a assuré de la volonté du gouvernement malien de faire tout ce qu'il faut pour ramener la paix, pour la consolider, promettant une présence accrue de l'État par des projets de développement. Il faut que les populations soient impliquées aux côtés de l'État pour pouvoir amener la sécurité, la paix, la cohésion. Plus tôt dans la journée, à l'occasion de la rentrée des classes, le Premier ministre avait mené près de Mopti une opération de réouverture d'écoles fermées à cause de l'insécurité. Il a également procédé à la distribution de kits scolaires et annoncé le financement de cantines pour encourager les enfants à retourner en classe. Dans cette région, nous avons, au cours de l'année 2017, depuis 2017, plus de 400 écoles qui étaient fermées. Je pense que nous pourrions ouvrir normalement cette année au moins la moitié. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga s'est également rendu à Bandiagara pour la pose de la première pierre d'une université. Lutte de pouvoir entre des clans issus de Nida Toudès. Nous sommes là en Tunisie. Un cadre du parti présidentiel a été arrêté et placé en détention. D'après le ministère de l'Intérieur, l'homme est condamné dans une affaire d'emploi fictif sous Ben Ali. Ancien propagandiste du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, Bourhan Bzaïs est chroniqueur sur 2 chaînes privées majeures. Il a été arrêté mardi soir alors qu'il circulait dans le centre de Tunis. Il avait été condamné le jour même en appel à 2 années de prison pour avoir occupé un emploi fictif au sein de la société tunisienne d'entreprises de télécommunications sous Ben Ali. Bourhan était sous le coup d'une enquête depuis 2012 pour avoir été à la fois salarié de la Sotétel et du ministère de l'Éducation alors qu'il était chargé de défendre le régime de Ben Ali. Lors de la rentrée parlementaire mardi, l'Assemblée des représentants du peuple a confirmé l'implosion de Nida Tounès, parti vainqueur des élections de 2014, qui est désormais 3e au Parlement avec 43 sièges sur 217, derrière la coalition nationale et le parti d'inspiration islamiste Ennahda. La lutte fratricide au sein de Nida Tounès à l'approche d'élections législatives et présidentielles en 2019 a débouché sur la création d'un nouveau bloc parlementaire, la coalition nationale, composée d'élus en grande partie issus de Nida, mais qui soutiennent Youssef Chahed. Le bilan du séisme suivi de tsunami sur l'île indonésienne a dépassé désormais les 1400 morts mercredi. Pendant ce temps, les besoins sont immenses dans les zones sinistrées et le temps presse pour dégager des survivants. Le bilan s'élève à 1411 morts, d'après un porte-parole de l'armée. L'Agence de gestion des catastrophes naturelles a précisé que 519 corps avaient été déjà enterrés. Les autorités se sont fixées jusqu'à vendredi, soit une semaine après la catastrophe, pour retrouver d'éventuels survivants. Au-delà, les chances seront proches de 0. Un membre des opérations de secours à Palu sur l'île indonésienne de Sulawesi explique les défis auxquels ils sont confrontés pour accéder aux zones touchées par le tsunami et le séisme. L'aéroport a été fermé pendant quelques jours en raison des dommages sur la piste. En ce qui concerne la vitesse, nous essayons d'entrer aussi vite que possible. C'est pourquoi les gens pensent que nous sommes lents.
Je ne pense pas qu'il y a d'obstacles qui posent des difficultés, seulement que le territoire qui a connu une grande catastrophe est vaste, alors que l'accès est limité. C'est pour ça que c'est considéré comme lent. Pour autant que je sache, l'aide internationale arrive 3 jours après le tremblement de terre, dès que le président a déclaré que nous allons recevoir l'aide dont nous avons besoin. Les survivants combattent la faim et la soif. L'eau potable et la nourriture manquent et les autorités sont dépassées par le nombre de blessés. Le président indonésien Joko Widodo visite pour la 2e fois la région dévastée. Cette visite s'inscrit dans un contexte de critique sur la lenteur de la réaction des autorités face à la catastrophe. Le pays s'apprête à organiser les élections générales en avril 2019. Theresa May, la première ministre britannique, a appelé mercredi son parti à l'unité pour réussir les négociations du Brexit. C'était lors de la clôture du congrès des conservateurs. La première ministre britannique s'est affichée résolument optimiste. Très contestée sur sa stratégie au sein du parti, Theresa May a néanmoins continué de défendre son plan de Shakers, une proposition dans l'intérêt national qui respecte, selon elle, le résultat du référendum de 2016. Ce plan prévoit de conserver une relation économique étroite entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le divorce, par le maintien de règles communes sur les biens industriels et produits agricoles. Il a été rejeté par les dirigeants européens qui ont demandé à Theresa May de revoir sa copie d'ici au prochain sommet européen qui débute le 18 octobre, mais aussi par l'aile europhobe de son parti. Londres et Bruxelles doivent parvenir à un accord au plus tard d'ici à la mi-novembre. Cherchant à rompre avec son image de leader rigide, Theresa May s'est déhanchée sur Dancing Queen, un tube du groupe suédois ABBA, à son arrivée à la tribune du Palais des Congrès au centre de l'Angleterre. C'est sur cette belle mélodie que nous refermons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information sur SICA se poursuit. Restez donc à notre compagnie et également à nos différents sites pour vous informer.